Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation de la Fédération du Parti Socialiste de Haute-Savoie et à la section d'Issy-les-Moulineaux. Et la section d'Annecy-le-Vieux, pardon, je vous le refais là. Mais Laurent Pluchot va être très heureux, secrétaire de section d'Issy-les-Moulineaux, de savoir que j'ai parlé d'Issy-les-Moulineaux ce soir. Donc voilà. C'est donc la section d'Annecy-le-Vieux et avec l'été qui effectivement a mis en place cette réunion ce soir où vous allez pouvoir effectivement entendre les propositions que François Hollande présente concernant le logement et l'habitat. Et c'est pour ça que nous avons demandé à Thierry Repentin, qui s'occupe de cela dans l'équipe de François Hollande, de bien vouloir venir ce soir pour nous en parler. Auparavant, vous écouterez, puisque celui qui fera l'accueil, Jean-Jacques Pasquier, qui est le chef de file de l'opposition ici à Annecy-le-Vieux, et qui est le président de Valeurs et Gouvernance. S'il n'est pas président, il me rectifiera tout à l'heure, c'est pas bien grave. Ensuite, la présidente du comité de soutien de François Hollande, Sylvie Gillet de Toré, s'adressera à vous. Elle est coprésidente avec Robert Borrell de ce comité de soutien de François Hollande en Haute-Savoie. Puis Christian Jeantet qui a été investi par les sections socialistes de la première circonscription pour aller effectivement défendre les couleurs du Parti socialiste dans la première circonscription pour les législatives. Et enfin Thierry Repentin. Et nous allons saluer d'abord Claire Donzel, qui est la première fédérale qui a voulu se mettre au fond de la salle. Bonsoir Claire. Nous allons saluer au premier rang ceux qui effectivement seront candidats dans différentes circonscriptions, que ce soit, mais je vais prendre mes notes parce que sinon je vais accrocher, Marie-France Marcos qui est dans la 6e circonscription, Denis Dupertuis, qui va aller dans la 2e circonscription. Et à côté d'eux, il y a Jean Boutry, qui ne va pas aller dans une circonscription, mais qui est le maire de Crongevilliers et vice-président de la Gaulle. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir ce soir et d'accueillir tous les autres élus que je ne vais pas citer par mes connaissances souvent, mais nous allons apprendre dans les semaines et les mois à venir à nous connaître. Sans plus tarder, je vais demander à Jean-Jacques Pasquier de bien vouloir prendre la parole. Bien. Vous m'entendez? Non. Non. Bonsoir à toutes et à tous, et ici, et merci d'être venus pour ce premier grand meeting socialiste et présidentiel en Haute-Savoie. Et c'est un vrai plaisir que de vous accueillir ici à Annecy-le-Vieux. Le saviez-vous, certains ont parlé autrefois d'Annecy-le-Vieux comme d'un fief de droite. Bon, les apparences leur donnent encore un peu raison, je veux bien convenir. Quelque temps encore, mais plus sérieusement, regardez-y de plus près. Une gauche, menée par Sylvie, ici présente, et j'étais de ce combat lors des régionales, qui a battu la droite au premier tour des régionales il y a 2 ans, 46% contre 37%, il faut rappeler les chiffres, c'était quand même très fort. Ceux qui étaient présents au dépouillement se souviennent des têtes, mais aussi de la mobilisation des réserves de la droite entre les 2 tours pour éviter la débâcle sur ordre du chef. La participation qui monte de 5 points, et au final, il l'emporte d'une courte tête au 2e tour, 46-44. Rebelote l'an dernier au cantonal, où le premier vice-président a été accroché. Alors, si vous voulez mon avis, le changement, c'est maintenant. Et pour la suite, je dirais même plus, pas seulement. Pensons aux législatives à venir, avec Christian, bien sûr, mais aussi au municipal en 2014, qui reste notre enjeu majeur. Pour revenir à cette présidentielle, les primaires ont été ici aussi un très grand succès. Organisation, sérieux et gentillesse, à l'image de la section, grâce à Marie-Claude, Jérôme et tous les autres. Elles ont marqué les esprits.
Le maire s'était même fendu d'un courrier pour s'enquérir de la conformité de la gestion de nos listes avec les consignes de la CNIL. Il n'avait jamais vu cela. Car j'ai oublié de vous le préciser, mais nous sommes ici surveillés. C'est peu de le dire, par-delà les embûches diverses et variées qui nous sont réservées. Cela ne nous empêche pas d'agir comme vous le savez. Et nous n'en sommes que plus forts à l'issue. Merci à Thierry Repentin d'être venu animer le lancement de cette campagne pour François Hollande. Grand plaisir de t'accueillir ici, Thierry. Sénateur de Savoie, président de l'Union sociale pour l'habitat, chef de file de l'opposition au Conseil général de Savoie, bien des qualités. Mais j'aurais quand même un petit reproche. Comment dire? Tu es encore un peu jeune, Thierry. D'ailleurs, il me semble que cela t'a coûté la présidence en dernier déficit de l'âge. J'ai particulièrement goûté le raffinement de ta déclaration à l'issue de cette séance mémorable du Conseil général. Ce n'est que partie remise, et plus sûrement. Tu vas nous parler du logement. Le logement est un point important de la campagne de François Hollande, rarement mis en avant lors de la présidentielle. Et pourtant, c'est une problématique sociale majeure. L'attente première ou seconde, c'est selon de chaque citoyen. On va prendre ça parce que c'est voilà. L'attente première ou seconde, c'est selon de chaque citoyen. Mais parler de logement locatif aidé est peu glamour, voire même malvenu en raison d'un cortège d'idées reçues, ramenant à la création des bars dans les cités. Anne Sylvieux, notre groupe Valeurs et Gouvernance, a construit son opposition ces 4 dernières années autour de cette problématique centrale. Mettre en avant, c'est une pratique urbaine archaïque de l'urbanisation de la ville où un seul décide pour tous, pas vraiment dans l'esprit de la loi SRU. Très bonne loi, rappelons-le, d'un gouvernement socialiste, d'où peut-être quelques réticences idéologiques de notre maire pour l'appliquer. Idéologique quand tu nous tiens. Je l'entends encore les premières fois ou avec délectation, je l'invitais à bien vouloir respecter la loi, ce qui est bien la moindre des choses pour celui qui préside à leur élaboration. Ne croyez-vous pas? Rappelons aussi que notre ami regretté Abbé Pierre rappelait dans ce petit mémoire qu'il édite chaque année, faites pression sur les élus pour qu'aucun ne s'abaisse à cette indemnité de ne pas respecter la loi sur ces questions justement de logement. Il avait eu non pas un bégaiement à l'époque, dit Fouquet, mais une manière de crispation pour évoquer la loi Guesso. Petit plaisir politique du moment. Ici, avec la loi littorale, les errements clientélistes vers un habitat pavillonnaire aisé sur les coteaux du lac, zone électorale que l'on connaît hélas très bien, coupé en espace, un centre que l'on cherche, les enjeux de l'urbanisation sont forts. Je vous brosse la situation. Le plan local d'urbanisme a été voté le 27 janvier dernier, malgré nos propositions opiniâtres. Tant à dire sur ce sujet. On rappellera juste qu'un commissaire enquêteur, tout en complaisance pour le maire dans l'enquête publique de l'été dernier, et des associations diverses et variées qui se sont senties humiliées, comme grand nombre de concitoyens. Le combat juridique, round 2, s'annonce bien. Nous étions hier soir encore en réunion sur le sujet, et je dirais juste que notre cohésion est notre force. La population d'Annecy-Vieux compte 20 647 habitants, pour lequel le maire souhaite planter d'ailleurs 21 milliards. Vous avez sans doute entendu cela. Pas simple, on espère seulement que l'entêtement pour cette idée saugrenue ne va pas limiter les espaces dédiés au logement. Plus sérieusement, on comptait en 2010 9300 résidences, avec une progression de 10% de 2000 à 2010. Et pour mémoire, de 26% lors de la décennie précédente. Avec, rappelons-le, les logements étudiants, car Annecy-Vieux n'accueille pas moins de 3000 étudiants chaque année, dont un millier de comptés à part dans l'effectif de la population annoncée préalablement. Au titre de l'article 55 de la loi SRU, le chiffre officiel reste celui de 2010, soit 16,68% de logements locatifs aidés sur notre commune. Verbalement, on nous indique plus souvent qu'il dépasse actuellement les 17%. Pour la droite, ce n'est pas si mal. Mais il faut, au-delà des chiffres et des taux, voir le potentiel. Il est très conséquent à Annecy-Vieux. Le besoin, il est très fort, en particulier sur notre agglomération, et c'est au moins à cette échelle qu'il faut examiner le problème. Des communes exemplaires en la matière, comme Cran ou Metel, ont peu de possibilités pour répondre à cette demande.
De 2011 à 2013, 492 logements supplémentaires sont prévus sur Annecy-le-Vieux, dont 162 en logement locatif aidé dans le cadre du plan local d'habitat, avec des aides importantes de l'agglo de l'ordre de 50%. L'objectif annoncé par le maire est d'atteindre les 20% en 2020. Mais c'est sans compter sur une remise en cause de ce taux, qui est annoncé par François Hollande à 25%. En production de logements par an, nous sommes à 36 entre 2007 et 2010, alors que l'objectif était de 63. Il faudra au moins passer à 50, et au-delà des aides, il faut pour ça une réelle volonté politique. Cela répond à une demande dans une région où il est très difficile pour des jeunes, notamment, même aidés de leurs parents, d'habiter le cœur de l'agglomération. Seule une politique volontariste en la matière permettra, tout en préservant nos espaces naturels remarquables, de densifier l'habitat urbain à des prix accessibles. Thierry nous indiquera les voies pour aller en ce sens. C'est un dossier qu'il connaît très bien. Car nous sommes là pour parler d'un homme, rappelons-le, François Hollande, et de son projet pour les 5 ans. Pas de promesses clinquantes, mais de la confiance, pour repartir serein vers l'avant. Il faut gagner. Nous voulons gagner avec François Hollande. Les 2 mois qui arrivent doivent vous donner à tous et à tous les moyens de participer de cet effort. Car rien n'est gagné à ce jour. L'adversaire, s'il fut piètre président, n'en est pas moins un bon candidat. Mais François Hollande, qui vous a pour certains, j'en suis certain, surpris, pour d'autres vous surprendra encore par sa sérénité, sa constance et sa détermination. C'est un homme de confiance, pas l'homme des promesses non tenues. Dites-le. Avec lui, ce sera possible tous ensemble de retrouver nos valeurs et d'avancer serein vers demain. Pour ce, partageons cette conviction. Le changement, c'est maintenant. Bravo Jean-Jacques. Voilà, c'est peut-être mieux. Vous entendez mieux là? Hein? Vous entendez mieux? Oui. Donc voilà, j'avance un tout petit peu le public pour pas que ça rentre dans le... Voilà, Sylvie, gilet de taupe. Voilà. Bien, tout simplement, chers amis, avec chère Marie-France, cher Denis, cher Christian, parce qu'ils ont besoin d'être soutenus, et donc on est tous là derrière vous pour que vous puissiez tous gagner. Bien sûr, il y a les autres qui ne sont pas ici présents au niveau de nos 6 circonscriptions. Alors, chers amis, c'est vrai, ça vient d'être dit, il nous reste à peine 2 mois avant l'échéance essentielle pour notre pays, le choix du président de la République. Mais attention, le choix du bon président pour le 22 avril et le 6 mai, le choix pour l'avenir. 2 mois pour convaincre, face à une droite qui ne recule devant rien, on le voit tous les jours, et ça va aller de pire en pire, de Karim Dansila, qui fait, nous le voyons, une campagne dure, qui attaque plus les personnes que les projets. Alors, face à ce candidat sortant, que l'on a envie de voir sorti, que la France, les Français veulent voir sorti, il faut dénoncer, et Jean-Jacques vient de le dire très bien, et je crois que Jean-Jacques a un grand mérite avec toute son équipe ici à Annecy-le-Vieux de travailler dans cette commune et de faire avancer aussi le score de la gauche sur la commune pour gagner demain. Et donc il faut dénoncer son mandat, ses promesses qui ont fait... Il paraît que c'est un mot qu'on connaît. Bien sûr, il y a la crise. Elle a bon dos, la crise, elle est certes bien là. Tous les pays ne la vivent d'ailleurs pas tous de la même façon. Mais comment justement, et le terme justement dans tous ses sens, la combattre? En mettant en place des cadeaux fiscaux aux catégories les plus favorisées? Non. En mettant en opposition une catégorie de Français contre une autre? Ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas? Il faudrait mieux dire ceux qui n'ont pas le choix, qui ne trouvent pas de travail, le public contre le privé, désigner les collectivités majoritairement de gauche comme les principales boucs émissaires? Non.
en proposant des leurres, comme la suppression de la prime pour l'emploi, créée en 2001 pour favoriser le retour à l'activité professionnelle, qui serait remplacée par des exonérations de charges salariales, augmentant les revenus, environ 7 € par mois. Tout ça pour ça? Non. En prenant aux pauvres pour donner une miette, en prenant aux plus pauvres pour donner une miette aux pauvres? Non. De qui se moque-t-on quand il nous propose d'arrêter les parachutes dorés, comme en 2007? On se souvient, on se moque des Français. D'instiller une dose de proportionnel. On l'avait entendu d'ailleurs en 2007, pratiquement à la fin, parce qu'il avait besoin de certaines voix. Bon, on se moque là encore des Français. Et donc, face à un homme, à cet homme qui ne connaît pas les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité, auxquelles s'ajoute la solidarité, la justice, la clarté, nous avons notre candidat, François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Oui, notre pays, les Français veulent avoir un emploi. Oui, notre pays a besoin d'investir. Oui, notre pays a besoin de trouver sa place dans le monde. Et pour cela, François Hollande a présenté dans le petit fascicule que vous avez tous eu sur vos chaises 60 engagements. Il les a présentés avec fougue, avec détermination et responsabilité lors du meeting du Bourget. Il a présenté sa manière de gouverner, de mettre fin à ces inégalités et surtout de redonner confiance. Ce n'est pas la haine de l'autre qui construit un pays, c'est la richesse de nos diversités, diversité économique, sociale et culturelle. Diversité et complémentarité entre les générations, diversité et innovation pour retrouver une croissance économique en travaillant sur nos forces vives, nos intelligences, nos innovations, notre recherche, nos enseignements, casser ce diktat de la suppression d'un fonctionnaire sur deux, sans discernement, sans se rendre compte que nos jeunes sont l'avenir de notre pays. François Hollande a un projet clair pour la France, et il sera décliné par Thierry notamment. Il veut redresser la France, elle en a bien besoin, rétablir la justice, elle en a bien besoin, redonner espoir aux nouvelles générations, et nous en avons tous bien besoin, et surtout faire en sorte d'avoir une République exemplaire et une France qui fasse entendre sa voix. Cette France dont nous voulons, cette France plus juste, plus solidaire, elle passe, et encore plus, je dirais, en Haute-Savoie, par une politique du logement volontariste. Et Thierry Repentin, sénateur de Savoie, et notamment, je ne vais pas dire tous ses titres, mais président de l'Union sociale pour l'habitat et spécialiste, entre autres, des questions de logement et d'accessibilité, détaillera bien sûr et répondra à vos questions, détaillera toutes ces propositions du programme. D'ailleurs, entre parenthèses, François Hollande ne s'y est pas trompé en le nommant pour la campagne responsable du pôle Habitat et Ville. Pour gagner, pour que François Hollande soit notre président, pour une France retrouvée, il faut se rassembler et rassembler largement autour de nous. Donc, comme il a été dit par Alain, un comité de soutien co-présidé par Robert Borrell, que je tiens à excuser ce soir, qui n'a pu être présent parmi nous et qui le regrette. Donc Robert et moi-même sommes chargés de cette noble mission. Une feuille, je crois, Jacqueline, est à votre disposition pour inscrire votre soutien et surtout faire inscrire. Et que vive la France avec François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Voilà. Laissez-moi rentrer. Merci Alain. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir une telle assistance.
Puis alors, merci d'être venus nombreux à Anne-Silieu, parce que je vous avoue que moi, c'est la première fois que je fais une réunion publique à Anne-Silieu, et si je sais pas, ça me fait un petit frisson dans le dos, quelque chose, ça doit être prémonitoire, à mon avis, il va falloir que je revienne souvent. Bon. D'ailleurs, à mon avis, ça a dû faire le même effet à Sylvie, parce que on était un peu limité dans notre point, là, je crois qu'on va revenir. On va pas taquiner Jean-Jacques, mais vous avez la bien de la chance, en fait, c'est une bien belle ville, et je pense qu'on prendra plaisir à revenir. Bon, et moi, je veux vous dire que la campagne présidentielle a été lancée, tout le monde s'en est aperçu, et notamment suite à celle des primaires, nous avons vécu par médias interposés une très belle soirée du 22 janvier. Ça a été quand même une soirée exceptionnelle au Bourget, alors par médias interposés, bien entendu. Et puis quelques jours plus tard, oui, certains y étaient, et quelques jours plus tard, oui, on a eu le plaisir d'avoir les 60 engagements de François Hollande, quelque chose de très important. Une semaine presque irréelle d'ailleurs, parce que si vous avez suivi, on entendait des pluies critiques de toutes parts, et puis, tout compte fait, les critiques, elles ont été plutôt légères, voire très étonnantes. Souvenez-vous un peu de cette rencontre à la télévision entre Alain Juppé et François Hollande. Moi, j'étais sûr qu'il allait nous dire que François Hollande était mou, ne savait pas prendre de décision, était incapable de porter des idées. Et puis non, on n'a-t-il pas qu'il l'a traité d'arrogant. Arrogant. Un peu plus, l'homme qui se tient droit dans les bottes, un peu plus, il reconnaissait qu'il avait une vraie autorité. C'était assez incroyable. Donc une campagne très intéressante qui a bien débuté. Les Français d'ailleurs ne s'y sont pas trompés, et d'ailleurs dans un journal quotidien du secteur, le Dauphiné Libéré, mercredi, il y avait des commentaires très intéressants. Alors je vais lire. Qui est le plus proche du peuple? François Hollande. Qui est le plus sympathique? C'est le Dauphiné Libéré. Donc ça doit être. Qui est le plus sympathique? François Hollande. Qui est le plus rassembleur? François Hollande. Qui est le plus rassurant? François Hollande. Qui est le plus convaincant? François Hollande. Et c'est le Dauphiné qui dit. Ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Je crois que François Hollande a levé un véritable espoir de changement. Cette attente, il nous faut la conforter et lui permettre de s'exprimer avec force lors du premier tour des élections présidentielles le 22 avril. Je compte sur vous. Il est vrai qu'à la question qui est le plus courageux, les chiffres s'équilibrent. Mais quel est donc ce courage, d'ailleurs que proclame haut et fort le candidat du UMP? La capacité de dire non, paraît-il. Certains d'ailleurs me disent que je dois avoir beaucoup de courage, parce que comme j'occupe le finance, je dis souvent non. Mais il faut relativiser. Par exemple, ce n'est pas la capacité de dire non aux 10% les plus riches de notre pays, puisqu'il leur a permis de bénéficier d'un bouclier fiscal pendant 4 ans. Ce n'est pas non plus la capacité de dire non quand il leur a réduit de 1,8 milliard d'euros leur contribution annuelle au titre de l'impôt sur la fortune. Pas non plus de dire non aux entreprises du CAC 40 qui ont bénéficié de la niche Copé, qui a permis à Total de verser en 2010 10 milliards à ses actionnaires sans verser 1 centime au titre de l'impôt sur les sociétés. Entre parenthèses, en 4 ans, cette niche fiscale a coûté à l'État 22 milliards d'euros. Mais par contre, certes, il a su dire non à beaucoup de promesses. L'augmentation du pouvoir d'achat des Français, par exemple, qui est en berne. La promesse de la réduction du chômage en 2007, qui se traduit par une flambée de celui-ci, même en Haute-Savoie. 355 000 emplois industriels détruits depuis 2007. Parmi les plus fameuses promesses, et qui restent bien heureusement, tout le monde se souvient de Gandrange. À peine les élections terminées, ArcelorMittal fermait définitivement le site. Et l'histoire se répète. Aujourd'hui, c'est Florange. Et malgré les 1,7 milliard de bénéfices d'ArcelorMittal au dernier trimestre 2011, pas dans l'année, juste le dernier trimestre 2011, l'usine est à l'arrêt. Il me semble que ce président, à un moment, avait fustigé les patrons voyous. Il ferait bien de mettre en application ces idées. Les promesses de l'UMP ont d'ailleurs évolué, vous avez dû entendre. Pour la raffinerie de Petit-Couronne, Shell s'engage pour 6 mois. C'est vrai que le candidat de l'UMP avait besoin de 3 mois. Mais cela a été pris pour une provocation de plus. Donc 6 mois, c'était bien le minimum. Son soi-disant courage est donc très sélectif. Si le oui est réservé à une frange très limitée et très aisée de notre population,
Le non, c'est pour tous les autres. Ce début de campagne présidentielle ne va pas également sans quelques désagréments, je vous l'avoue. Ainsi, il y a quelques jours, nous avons subi l'arrivée du candidat de l'UMP. Une visite très encadrée d'ailleurs. Nous sommes plusieurs ici, dont Denis, dont Claire, à avoir constaté le déploiement très important des compagnies républicaines de sécurité. Une venue très organisée, avec la visite d'un quartier très défavorisé d'Annecy, et ses boutiques low cost, notamment ses traiteurs et ses commerçants de la vieille ville. Organisée également avec l'afflux massif de cars. Les renseignements intérieurs, c'est les nouveaux noms des renseignements généraux, nous ont signalé qu'ils avaient compté 15 cars venant de Lyon, d'autres venant de la Loire, certains venant de Besançon, à croire qu'il manquait des UMP en Haute-Savoie. Le court séjour du candidat UMP nous apporte aussi quelques enseignements sur l'état d'esprit de nos adversaires locaux. Les sortants UMP sont tous derrière le patron. On aurait pu penser qu'un certain Twitter de la deuxième circonscription, qui s'ingénie le plus souvent possible à paraître indépendant, aurait été distrait. Eh bien non, il était là, lui aussi, à la suite du candidat de la première circonscription, buvant les paroles et trottinant à la queue de ce cortège. Il s'est rattrapé depuis avec le son des congrès. Sentirait-il le vent du lac tourner? Le choix d'Annecy en terrain acquis à la droite est une bonne nouvelle. J'ai une assez courte mais fructueuse expérience des confrontations avec l'UMP. À chaque fois qu'ils sont si démonstratifs et si arrogants, c'est qu'ils ne sont pas très sûrs d'eux. Ils ont besoin de se réconforter, de faire masse, de masquer leurs faiblesses. Enfin, lors de ce premier show, nous pouvons être certains que les critiques que nous formulons portent. Sarkozy détourne le débat, il est dans la provocation avec un référendum, l'appel au peuple, ou depuis peu la proposition d'une dose de proportionnelle, proposition démentie par Claude Guéant quelques jours après, et reprise quand même aux 20h 2 jours plus tard. Il fuit son bilan. Et c'est bien normal, compte tenu des résultats de son action. Il personnalise les attaques, parce qu'il n'est plus crédible sur le fond. Quel peut être le projet pour la France d'un candidat qui, pendant 5 années, n'a cessé de servir ses amis en leur faisant bénéficier de largesses et en présentant la facture à tous les Français par une hausse généralisée des impôts, en gelant le plafond des tranches d'imposition sur le revenu et en augmentant la TVA. Bref, un premier meeting qui devait se tenir en terrain a priori conquis, d'abord pour les médias et ensuite, il faut vous l'avouer, pour nous agacer. Mais cela va avoir l'avantage de nous faire redescendre sur terre. François Hollande ne gagnera pas les élections présidentielles juste parce que c'est un bon candidat avec un bon programme. Il faudra aussi se retrousser les manches et ne pas brûler les étapes. D'abord le premier tour des présidentielles avant de penser à la suite. Ce premier tour, il se gagnera au plus près des électeurs. Que chacun se prépare, ce sera notre combat parce que ce doit être notre victoire. La justice. Merci Madrid. La justice est au cœur des engagements socialistes de François Hollande. Cette justice, nous la portons depuis toujours. Le logement tient une place première. En effet, comment permettre à une société, un pays de vivre en harmonie quand une partie de sa population est confrontée à des difficultés de logement? Avoir un toit sur la tête, c'est un besoin vital pour chacun d'entre nous et encore plus pour ceux qui sont fragilisés par les difficultés économiques. Avant de laisser la parole à Thierry Repentin, qui nous éclairera sur les enjeux et les propositions de François Hollande, je voudrais évoquer notre réalité dans le bassin annécien. Le coût moyen du logement locatif privé en Haute-Savoie est le plus élevé des départements de Rhône-Alpes. Le nombre de logements sociaux pour 1000 habitants est, à contrario, le plus faible de la région. Dans notre département, près de 14 000 familles recherchent un logement social. Plus de 5 400 dans le bassin d'Annecy. Face à ce constat, les communes ont mis en place des programmes locaux de l'habitat. Pourtant, dans notre bassin de vie, peu de communes atteignent les 20% de logements sociaux requis par la loi SRU. Jean-Jacques en a parlé. Il manque ainsi au moins 300 logements à Annecy-Lieu. Et comme il le dit, 300 logements si on ne compte que les logements au titre de la SRU, mais si on enlève tous les logements d'étudiants, c'est pas 300 qu'il en manque, c'est 900. Il en manque aussi 150 à Annecy. La proposition de construction de 300 logements sociaux par an dans l'agglomération est bien louable, très insuffisante. C'est la proposition qui est mise en œuvre dans notre programme local de vie. Un deuxième problème concerne la mise à disposition du foncier.
Nous aurons de plus en plus la nécessité de recourir à la restructuration urbaine plutôt que de sacrifier des hectares de terres agricoles et naturelles. L'établissement public foncier local est un outil de portage qui devient de fait presque incontournable. Mais sous la pression du vice-président d'Anne Sylvieux, l'Assemblée intercommunale n'a pas été en mesure, je suis très gentil en disant n'a pas été en mesure, n'a pas eu le courage, ça devrait être plutôt cela, de s'associer à cette démarche solidaire. Nous le regrettons. C'est une erreur lourde de conséquences qui pèse sur le mode de développement de l'agglomération en privilégiant les choix de chaque commune à la consommation des terrains vierges disponibles à une réflexion plus globale et plus collective sur notre agglomération. Enfin, s'il est un point noir à citer dans le domaine du logement, c'est bien l'effondrement de la participation de l'État. Entre 1999 et 2009, l'aide du gouvernement a été divisée par 2, pendant que la part des collectivités locales a été quadruplée. Mais plus significatif est sans doute le tour de passe-passe de l'aide de l'État en Haute-Savoie entre 2010 et 2011. Globalement, pour les logements PLUS et PLAI, les logements sociaux, le soutien financier a perdu plus de 30%. 8 millions en 2010, 5,5 millions en 2011. Dans le même temps, l'État affichait une volonté d'augmenter le nombre de logements de 1,3%. Incompréhensible. Eh bien non. Pour ce faire, il lui suffit de modifier le montant du soutien. Ainsi, en 2010, c'était pour un logement PLUS 1920 € et en 2011, 1000 €. Les communes et les organismes HLM devront faire face en augmentant encore leur participation, s'ils le peuvent. Décidément, il est vraiment temps de tourner la page. D'autres priorités, mais aussi d'autres méthodes, c'est ce que porte notre candidat François Hollande. Alors vite, le changement, c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Thierry Repentin, sénateur de Savoie et responsable du pôle Habitat Logement pour la campagne de François Hollande. Bien, chers amis d'Anne Sylvieux, de l'agglomération annécienne, et peut-être, pourquoi pas, au-delà, sans que j'ai conscience, vous voyant nombreux, néanmoins j'ai bien conscience effectivement qu'aucun quart n'a été organisé d'autres fédérations de la région Rhône-Alpes pour créer l'événement médiatique ce soir. Moi je ne veux pas d'événement médiatique. Je veux une rencontre à la fois amicale, une rencontre à la fois porteuse d'espoir, et puis aussi une rencontre au cours de laquelle j'espère que nous pourrons approfondir l'une des thématiques dont notre candidat a voulu qu'elle soit effectivement au cœur de la campagne, car il a imposé, dès sa première prise de parole au Bourget, effectivement la thématique du logement, dont nous n'avions pas entendu parler au cours des dernières années, voire même au cours des dernières élections présidentielles, avec une telle force, avec une telle acuité, avec de telles propositions qui aujourd'hui font débat. Je veux, avant de venir sur le fond de l'intervention que mes camarades m'ont demandé, vous remercier chaleureusement de votre invitation, d'avoir pris le pari d'inviter un quasi inconnu. Car même si effectivement je suis presque un vieux sénateur de la République, je dis presque vieux car un des orateurs a eu la gentillesse de dire qu'au bénéfice de l'âge, je n'avais pas pu être élu président de la République, qu'il l'avait président au Conseil général. Vous voyez, quand nous sommes dans une vraie dynamique, jusqu'où nous pouvons aller. Et peut-être m'entendrez-vous dans la soirée parler de François Mitterrand en pensant à celui qui s'affiche ici, car nous avons tous aussi dans notre mémoire le combat qui a été mené par ceux qui nous ont précédés et qui pour ma part, s'était traduit pour la première fois où je votais par la plus grande victoire que la gauche ait connue. Et j'espère que pour celles et ceux qui auront
et qui ont 18 ans depuis quelques jours, quelques semaines, ce sera aussi la même émotion que nous pourrons leur porter en avril et en mai prochain. Je disais que quelqu'un avait dit que je n'avais pas été élu président du Conseil général car j'étais trop jeune, il l'avait entendu. Mon épouse m'a indiqué ce soir-là qu'elle préférait un jeu de mari qu'un vieux président à ses côtés. Elle avait sans doute raison, et c'est vrai que ça n'est qu'une partie remise, car cette Savoie a bougé les lignes. La Haute-Savoie bougera les lignes aussi un jour. Oui, vous pouvez l'espérer. Vous pouvez l'espérer car, y compris dans ce secteur, dans ce département qui a accueilli 14 fois le président de la République durant son quinquennat, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de la Haute-Savoie et d'Annecy dans le staff de campagne, où on met des villes pour savoir quels sont les candidats parmi nous autour de François à être candidats effectivement à animer des réunions publiques, la case reste vide car on se dit s'il reste 2 départements en France, les 2 derniers ce sera la Haute-Seine et la Haute-Savoie. Eh bien moi je ne veux pas. Et lundi, lorsque je remonterai pour bosser, je veux leur dire qu'en Haute-Savoie aussi, il y a une dynamique, il y a un espoir et que je l'ai ressenti, y compris dans le dialogue que nous allons avoir tout à l'heure ensemble. Je comprends qu'il soit venu, c'est une terre hospitalière, agréable, et que, inquiet comme il l'est, il fallait bien qu'il aille là où il ne risque pas d'être contredit, avec uniquement des parlementaires de sa même famille politique. Uniquement des parlementaires de sa même famille politique. Dans une région qui pourtant a été longtemps une terre de résistance. Et nous avons craint aussi qu'il utilise ce jour-là un symbole très fort, pas très loin d'ici, qui a été dévoyé au cours de cette République sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, l'utilisation abusive du plateau des Glières. Et heureusement, ce jour-là, une neige providentielle lui empêchait une nouvelle instrumentalisation de la mémoire, car n'en doutez pas, ce rendez-vous aurait été effectivement utilisé une fois de plus pour y puiser des images, pour donner l'image de quelqu'un qui est là, dans la résistance, face à la crise, face aux événements internationaux. On peut louer que le ciel, ce jour-là, fut un peu à nos côtés. Et puis vous avez la chance, tout particulièrement ici, d'avoir un maire, à Annecy-le-Vieux. Un maire tout en nuances. Tout en nuances. Vraiment, un homme considéré à Paris d'une grande culture. Tellement cultivé d'ailleurs que c'est sans doute pour cela qu'il n'a pas, peut-être vous en avez-vous besoin, mais qu'il n'a pas besoin d'une bibliothèque municipale à Annecy-le-Vieux. Car c'est quand même une ville de cette importance, dotée d'une économie aussi puissante, n'ait pas compris que la culture devait être partagée, que la culture devait être organisée et qu'une collectivité locale investisse pour les générations futures dans une bibliothèque municipale. Je ne connais pas d'autres exemples en France où on charge le monde associatif de suppléer les carences d'un investissement municipal. C'est dans sa culture, car j'ai dit que c'était un homme de culture, lui aussi, les références guerrières qui visiblement lui font faire de grandes déclarations. Vous savez, je me souviens, vous aussi, parce que vous ne pouvez pas ne pas être frappé, voire meurtri, quand on écoute, à l'occasion d'une cérémonie de vœux, le président de l'Assemblée nationale déclarer que si la France rate le rendez-vous démocratique qui s'offre à elle, fin avril, début mai, que si par danger, le choix fait par nos concitoyens était un choix de changement, nous serions, je cite, si nous ratons ce rendez-vous,
de la responsabilité du courage, les conséquences économiques et sociales pourraient être comparables à celles provoquées par une guerre. On est dans la finesse. C'est quasiment du Morano. Je vous assure, c'est quasiment du Morano. J'exagère peut-être du Nord à Béra, qui il y a quelques jours, pendant la période des grands froids, et on vient peu à peu à mon sujet, indiquait face à la misère humaine que pour se protéger des aléas de l'hiver, du froid, que les sans domicile fixe devaient rester au chaud. Ministre de la République, c'est cette équipe qui effectivement aujourd'hui conduit les destinées de notre pays. Alors, votre maire, votre président de l'Assemblée nationale, c'est le vôtre. Vous ne le revendiquez pas, je le sais. Mais à Paris, il y a une association, évidemment avec son territoire, tente de faire peur à nos concitoyens. Les plus anciens d'entre nous se souviennent des déclarations identiques de M. Perfit, qui juste avant 81 indiquait que si la gauche arrivait au pouvoir, les chars russes seraient sur les Champs-Élysées. Vous vous en souvenez certainement, les mêmes recettes, les mêmes craintes. Mais en 81, les craintes et ces recettes n'ont pas tenu face à l'engouement et à la volonté de notre peuple de changer effectivement de politique. Et puis ce message d'espoir, quand je vous dis qu'en Savoie nous avons fait y compris bouger les lignes et que nous sommes aujourd'hui effectivement à une vraie parité, 18 élus de gauche, 18 élus de droite, seul l'âge nous différencie. Moi je voudrais dire que vous avez un ancrage d'élus locaux sur lequel vous devez vous reposer. Tous les territoires tenus par la droite majoritaire n'a pas l'ancrage des élus locaux que vous avez. Ces élus locaux qui, il faut regarder les choses de près, aux dernières élections municipales, ont emporté ou ont été confortés dans leur ville à des niveaux de score qui, effectivement, dans certains cas, pourraient donner raison à Accoyer lorsqu'il fait référence à des périodes soviétiques, puisque, me tournant vers Sylvie, je me souviens aussi qu'elle a quand même remporté brillamment avec 75% des suffrages, elle et son équipe, la mairie de Mettler, et que Jean, aussi présent, je les salue chaleureusement parce que ce sont des amis de longue date, avec 59%. Vous avez le réseau des élus locaux qui est présent. Appuyez-vous sur les équipes municipales et un jour, Savoie et Haute-Savoie passera du bleu au rose, car aujourd'hui, effectivement, on a un peu l'impression, en Savoie comme en Haute-Savoie, d'être quelques globules roses perdus dans un monde bleu, et ça fout la trouille à nos amis parisiens socialistes pour être à vos côtés, pour vous défendre. Réinverser la donne, rééquilibrer les choses, j'y contribuerai en tout état de cause tant que je peux le faire. Alors, je suis, paraît-il, le premier, entre guillemets, ambassadeur de François Hollande à venir après le président de la République ici à Annecy-le-Vieux. Pas d'estrade. Tout est payant chez vous. Il faut le savoir. L'organisation coûte de l'argent. Ça me fait penser une petite anecdote, mais j'y viendrai plus tard. Sur les estrades pour grandir les hommes qui ne le sont pas grands. C'est un moment important, chers amis. C'est un moment important, chers amis, parce que nous sommes à 58 jours d'un moment important de l'histoire de la République. Le premier tour est dans 58 jours. C'est à la fois long pour ranimer une campagne, pour la faire vivre, on y contribue ce soir, et c'est très court, car c'est demain que nous allons voter, et le premier tour aura une importance majeure dans la dynamique. C'est long parce qu'il faut s'attendre à un tapis de bombes de la part de Nicolas Sarkozy aux abois, prêt à toutes les attaques personnelles et à tous les coups bas. C'est court,
parce que le temps passe vite et que nous devons porter sans relâche, chaque jour, les engagements et l'ambition de la France de François Hollande. Cette France, c'est une France de l'égalité. Égalité entre les territoires, égalité entre nos concitoyens, égalité entre les générations. La France de François Hollande, c'est aussi la France de l'unité. Il y en a toujours pour la division. Et vous les connaissez. Celles et ceux qui, dans un même discours, dans une même phrase, parlent de la police d'un côté, de la justice de l'autre, des propriétaires d'un côté, des locataires de l'autre, des salariés du privé, des fonctionnaires de l'autre, des Français qui ont un emploi, de ceux qui n'en ont pas, de ceux qui ont à 50 ans une Rolex, de ceux qui n'en ont pas. Laissant penser, évidemment, dans cette opposition, que certains sont à louer et que d'autres sont à rejeter. François Hollande veut une France de l'unité où l'on arrête de faire s'opposer les uns aux autres, car vous le savez, c'est dans la division que l'on gouverne le plus facilement. Diviser les Français, les monter les uns contre les autres, flatter certains pour mieux stigmatiser d'autres. François Hollande, lui, s'adresse à tous les Français, à tous nos concitoyens. Il n'a dans cette campagne qu'un adversaire, il l'a dit. Il l'a dit au Bourget, la finance folle, la finance sans règlement, qui doit être au service de l'économie, et non à l'inverse. Il y a deux conceptions de la France. Ce que notre candidat veut, c'est la rassembler. Ce qu'il veut, c'est lui donner confiance, c'est lui donner espoir dans l'avenir, c'est-à-dire que la jeunesse est une chance pour notre pays, et malgré un âge moyen dans cette salle qui approche sans doute le mien, il le dit, la priorité essentielle, c'est que nous préparions notre pays à la génération qui nous suit, celle pour laquelle nous aurons sans doute des efforts à faire, mais sur laquelle il demande à être jugé dans 5 ans. Ai-je préparé mon pays à ce que la jeunesse ait plus d'atouts qu'elle n'en a au moment où j'ai été élu? C'est ce qui nous dicte, c'est ce qu'il nous dit à chacune des réunions hebdomadaires que nous avons à venue de Ségur. Je vous dirai un peu d'ailleurs, puisque nous sommes entre nous, comment les choses se passent entre nous dans le travail au quotidien. Ce que François incarne, c'est qu'il veut pour nous et nos enfants, c'est le rêve français. Cette capacité de notre pays à avoir toujours permis, génération après génération, de vivre mieux. Est-ce que c'est un rêve déjà arrêté? Est-ce que c'est un rêve qui serait devenu impossible? Ce rêve serait devenu inaccessible pour un grand pays comme le nôtre, qui a fait la République, qui a redressé à chaque fois, au nom de la France, l'espérance? Eh bien non. Une fois encore, nous ferons de la génération qui vient notre seule perspective, notre seul objectif. Nous lui permettrons de vivre mieux que nous ne vivons nous. Et c'est la raison pour laquelle nous ferons du logement, j'y vais y venir, mais de l'école, de l'éducation, de l'insertion, de la formation, de l'entrée dans la vie active des jeunes, notre priorité qui mobilisera les moyens que nous arriverons à trouver. Ça sera difficile. Il faut dire quel est le bilan, puisque quand on est maire sortant, quand on est président de conseil général sortant, et qu'on réclame le suffrage de nos concitoyens pour qu'ils nous redonnent la responsabilité de gérer, on s'appuie toujours, quitte d'ailleurs un peu à le gonfler, sur notre bilan. Parce que c'est la façon, c'est l'acte, c'est la contribution, c'est la réalité de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait. Étrangement, le président sortant ne s'appuie pas sur ce qui pourrait être pour lui, pourtant, le socle de sa campagne. Mais pour quelle raison ne parle-t-on pas? Pour quelle raison ne parle-t-il pas de son bilan? Il n'en parle pas parce qu'il y a quand même quelques réalités qui n'échappent pas à la statistique et à la réalité.
1 million de chômeurs de plus, 600 milliards de dettes supplémentaires, 200 000 personnes passées sous le seuil de pauvreté, des violences aux personnes qui ont augmenté de 20%, et surtout des inégalités qui se sont accrues. Les patrons du CAC 40 se sont augmentés en 2010 de 36%. Leur revenu annuel est en moyenne, 2 millions d'euros, 200 fois le SMIC. La crise n'est pas la même pour tout le monde. Et ce ne sont pas les déclarations faites il y a 2 jours au journal de 20 heures annonçant des mesures tardives qui feront qu'elles abuseront beaucoup de monde. Il y a 2 conceptions de la France, mais aussi la présidence de la République. Il faut le dire aussi. François Hollande n'est pas candidat pour être un président qui déciderait de tout, tout seul, partout, pour tous. Il n'est pas candidat pour être un président qui, en définitive, se méfierait de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Vous en avez entendu parler. Les corps intermédiaires. C'est-à-dire quoi, les corps intermédiaires? Les élus locaux, les associations de nos communes, les syndicats, dont le rôle est pourtant reconnu par la Constitution, et aussi les partis politiques, car la démocratie, elle doit être organisée. Les mouvements de citoyens, ils ont leur place dans la société, ils sont même utiles. Je suis sûr d'ailleurs que si je cherchais des exemples dans un certain nombre de grands dossiers de l'agglomération anécienne, sur l'application ou non, ou l'évolution souhaitée de la loi littorale, sur des projets de centres de congrès, je suis sûr que dans l'instruction de ces dossiers, les corps intermédiaires ont sans doute joué leur rôle. Je suis sûr qu'ils ont joué leur rôle. Corps intermédiaires qui, pour les élus, sont quelquefois effectivement des empêcheurs de tourner en rond. Ils sont une vraie dynamique de la démocratie. Et quand on est président de la République, on doit soutenir toutes les démocraties, toutes les représentativités de la population, même si, effectivement, cela nécessite du dialogue, du temps passé pour convaincre. Pour notre part, nous leur faisons confiance à ces corps intermédiaires, comme on fait confiance aux Français et à la démocratie. Nous n'avons pas peur des débats, pas plus à Annecy-le-Vieux qu'ailleurs, et j'y suis très heureux d'y venir pour vous voir, et nous n'avons pas peur du vote du 22 avril prochain. Oui, nous avons besoin d'un président de la République qui sait quelle est sa place, quel est son rang et qui sont ses amis. Cette semaine, Nicolas Sarkozy s'est plié à l'exercice et on a vu, douloureux, on a vu que c'était douloureux, de la repentance pour l'épisode notamment de Fouquet. Il y en a quelques-uns qu'on lui rappellera prochainement. Au vu des images et des bafouillages, ce fut réellement pour lui une épreuve douloureuse. Les mots lui écorchaient les lèvres. Et encore, ne s'est-il contrit que pour l'établissement lui-même, pas des personnes qui l'accompagnaient ce jour-là, les plus grandes fortunes, les dirigeants des plus grandes entreprises. Et après, il viendrait nous dire qu'il voudrait remettre de l'ordre dans les stock options, les retraites chapeaux, les rémunérations excessives. Toutes choses qui concernent peu de gens dans cette salle, mais qui en concernent certains au niveau national. Il voudrait qu'on le croie sur parole. Ce sont cercle d'amis dont il parlait ce soir-là. 2 conceptions de la France, 2 conceptions de la République, 2 conceptions de la politique. La bataille sur les idées, elle est légitime. Nous essayons et nous essaierons durant cette campagne de tenir notre cap. Nous ne nous promettons que ce que nous pourrons tenir, créant par là même éventuellement des frustrations et nous pourrons éventuellement en discuter. Cela exige une grande rigueur d'analyse, parce que la majorité sortante laisse un pays exsangue, un budget de l'État sinistré, et parce que dans une campagne, nous devons être honnêtes avec les Français. Je le dis, si nous gagnons, je le dis,
quand nous allons gagner. En juin prochain, après la présidentielle, avec une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, avec une majorité désormais nouvelle au Sénat, nous aurons des efforts énormes à faire pour redresser notre pays, les comptes publics, notre industrie, notre agriculture, notre production, et aussi une certaine morale dans notre pays qui a été altérée, y compris sur la morale de notre pays, au sein même de nos concitoyens. Il faudra y mettre des idées, des solutions, chapitre par chapitre. Vous aviez choisi ce soir du logement parce que j'en ai la responsabilité, étant responsable du pôle habitat, logement et politique de la ville, grand sujet qui regroupe les difficultés des banlieues de France, où là aussi il y aurait beaucoup à dire et nous pourrions passer la soirée. Je veux vous en dire effectivement quelques mots. Quelques mots, non pas parce que c'est le sujet essentiel, mais parce que c'est un sujet qui, je le répète, a été voulu comme étant un sujet marquant, clivant dans la campagne. Et parce que François Hollande a souhaité que nous parlions de la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est aussi simple, aussi basique que cela. Capter le moment de la présidentielle pour tenter d'intéresser nos concitoyens en leur disant non, la vie politique n'est pas aussi éloignée que vous pouvez le penser, et les grands, celles et ceux qui aspirent à gouverner notre pays, doivent revenir aux fondamentaux des attentes de nos concitoyens dans leurs difficultés de la vie quotidienne. Je l'ai entendu au Bourget, j'y étais, certains y étaient, je l'ai entendu de nouveau 4 jours après à la Maison des Métallos à Paris, où il a présenté le projet, le détaillant d'une façon plus fine. Il l'a redit à Rouen, à Évry, et il ne déviera pas de ce qu'il a dit, même si, dans la campagne qui va venir, nous allons, pour l'alimenter, sortir aussi de nouvelles idées, chaque semaine, pour entretenir l'intérêt des médias et de nos concitoyens. Emploi, pouvoir d'achat, logement, lié au pouvoir d'achat, c'est la colonne vertébrale de la campagne qui a été engagée au Bourget. C'était indispensable tant la crise du logement est manifeste, exclut un nombre croissant de nos concitoyens. Nous connaissons tous des proches dans cette salle, d'amis, d'enfants, de concitoyens qui, à un moment ou à un autre, ont effectivement une difficulté à se loger. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un patrimoine, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille qui permet effectivement à un jeune de pouvoir s'autonomiser. Et même ceux qui ont un logement ne mettent pas dans leur première priorité lorsqu'on leur dit « vous souffrez de quoi ?» Dès lors qu'on a un toit sur la tête, on n'y pense pas. Beaucoup disent c'est le pouvoir d'achat. Parce que le logement est aussi devenu une dépense incompressible, la plus lourde pour l'ensemble de nos concitoyens, puisque c'est la première dépense contrainte les uns et les autres. Et c'est pas à Annecy et en Haute-Savoie que cette difficulté n'existe pas, vous la vivez chaque jour. Les prix et les loyers n'ont rien à envier ici à la région parisienne, aux Genevois ou à certains secteurs du littoral. La flambe immobilière, boostée par la dynamique économique et la proximité de la Suisse, amplifiée par une politique pyromane, sur laquelle je vais revenir, menée depuis 5 ans, a atteint des sommets. Il faut pour un jeune ménage s'installer toujours plus loin du cœur de l'agglomération et subir en conséquence d'importants coûts et temps de transport. Pourtant, cette situation, elle n'est pas une fatalité. Une autre politique est possible. C'est l'objet du temps qui s'ouvre pendant quelques minutes, durant lequel je voudrais vous en parler, en vous disant d'emblée que ce que je vous propose, que ce que François Hollande nous a demandé de construire comme politique nouvelle, ça n'est qu'un exemple parmi toutes les thématiques qui pourront
qui seront déclinés pendant la campagne. Et je souhaite que vous ayez l'occasion, pourquoi pas, un autre soir ou 2 autres soirs, d'inviter un de mes amis responsables d'un pôle, santé, pourquoi pas, jeunesse, pour qu'il vienne, qu'il ait la chance d'avoir le même dialogue que j'ai avec vous, pour vous dire que toutes les politiques ont été construites avec rigueur. Malheureusement, un débat médiatique ne permet pas ce type d'échange, car vous le savez, sur un débat télévisé, même si, quelquefois, on a le temps de développer, comme ça a été le cas en ce qui me concerne il y a 2 jours face à Benoît Apparu, vous avez rarement le temps de décliner et de faire comprendre toutes les subtilités d'une politique. Construire. Construire, ça part de la maîtrise du foncier jusqu'à la livraison des clés. On va faire ce cheminement. Construire, c'est déjà effectivement libérer le foncier. Dans ce but, 2 propositions que vous ne trouverez pas aussi détaillées, même pas peut-être inscrites noir sur blanc dans les 60 propositions, ce sera de mettre à disposition des terrains d'État, gratuitement, ça y est, à destination des collectivités locales pour y faire du logement social, dans les zones tendues. Parce que les opérateurs de logements sociaux que vous pourriez rencontrer pourront vous le dire. Vous ne savez plus aujourd'hui dans notre pays construire du logement social locatif, à cause notamment des prix du foncier. Si l'État qui s'est désengagé, comme tu l'as dit, au cours de ce quinquennat, en retirant toutes ces subventions au logement social, veut vraiment que nous construisions plus, eh bien, il faut que l'État revienne sans dépenses fiscales, en mettant à disposition des terrains. Gardez ça à l'esprit, vous en entendrez parler la semaine prochaine de cette disposition, car le Sénat la votera sur la suggestion de votre invité ce soir, en lieu et place de la disposition qui a été annoncée par le président de la République à la télévision il y a quelques jours, laissant à penser que les responsables, ce sont les élus locaux, en disant « ils ne construisent pas suffisamment », eh bien partout il y aura 30% de constructibilité supplémentaire, comme si on pouvait imposer du jour au lendemain que l'on construise partout 30% sans que ça me pose des difficultés, voire même que ce soit possible. Petit effet immédiat, depuis le 30 janvier au soir, date au cours de laquelle Nicolas Sarkozy a annoncé cette disposition, toutes les transactions sur le foncier en France sont bloquées, car tous les propriétaires fonciers ont compris que, comme on pourrait éventuellement faire plus de mètres carrés sur leur terrain, eh bien, ils attendent que la loi passe et qu'elle soit votée pour demander plus d'argent à celles et ceux qui veulent construire. Cette disposition sera, la semaine prochaine, renvoyée aux études et le Sénat imposera, donnera la possibilité, effectivement, de mettre à disposition gratuitement des terrains d'État. Première mesure sur le foncier. Deuxième mesure sur le foncier. Mesure courageuse, parce qu'elle va toucher certaines et certains d'entre nous. Avoir une fiscalité juste sur les terrains constructibles. Pas facile. Pas facile. Quand on est propriétaire foncier, que par la magie du maire de votre commune, que vous devenez du jour au lendemain potentiellement millionnaire, parce que le conseil municipal a décidé que votre terrain devenait constructible, eh bien, vous avez une tendance naturelle. Elle est humaine. C'est de valoriser plus cher votre terrain, si vous n'en avez pas besoin vous-même pour construire. Bien, figurez-vous que dans notre pays où il y a une crise du logement sans précédent avec 1 million de logements qui manquent, 1 million, dans un pays où il y a 1 200 000 ménages qui sont inscrits sur des listes d'attente pour intégrer le logement social, où il y a 3 600 000 ménages qui vivent mal, dans des conditions quelquefois insalubres, eh bien vous avez une fiscalité qui vous incite à ne pas vendre votre terrain ou à le vendre très tard. Je vous explique. Chaque année qui passe, lorsque vous avez un terrain constructible, vous êtes assis sur un tas d'or. Un tas d'or qui mécaniquement
chaque année augmente, car le prix du terrain constructible en France augmente plus vite que l'évolution de l'économie française, augmente plus vite que la moyenne de l'évolution de la bourse en France. Donc vous n'avez rien à faire. Chaque année ça augmente. Et en plus, si vous attendez, jusqu'à l'an dernier c'était 15 ans, maintenant depuis le 1er janvier c'est 30 ans. Si vous attendez 30 ans pour vendre vos propriétés, vous êtes totalement exonéré du paiement de plus-value. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. C'est mon cas d'ailleurs. Ni de l'ENA, je n'en sors pas non plus. Pour comprendre que vous avez tout intérêt à attendre que les années passent pour vous enrichir grâce à une décision du conseil municipal. Eh bien, ça n'est pas écrit. Ça a été dit par contre. 4 jours après le Bourget, nous mettrons en place une fiscalité progressive dans le temps pour que les propriétaires de terrains constructibles aient intérêt à vendre vite leur terrain parce que nous avons besoin que ces terrains soient mis sur le marché. Plus il y aura de terrains en vente, plus les prix baisseront, plus nous pourrons construire et plus nous pourrons répondre aux attentes de la population, que ce soit pour du locatif social, que ce soit pour l'accession à la propriété, voire même que ce soit pour les investisseurs privés qui veulent effectivement faire de la défiscalisation. Fiscalité plus juste, c'est une des dispositions du programme de François Hollande, car il l'a dit, il y aura de nouveau une justice fiscale dans notre pays. Une fois le foncier libéré, c'est la première étape. Il faut pouvoir construire des logements compatibles avec, non pas les aspirations des promoteurs, mais avec les revenus de nos concitoyens. Ce sont deux notions, deux objectifs qui ne se superposent pas toujours. Objectif, réaliser 150 000 logements sociaux par an. On en fait aujourd'hui environ 100 000. 50% de logements sociaux de plus par an, pendant 5 ans, avec des outils incitatifs et coercitifs. Coercitif. Je vais commencer par cela parce que c'est là qu'on a un vrai débat avec la droite. C'est cette fameuse loi SRU qui, au logement, entre la droite et la gauche, a la même portée que les 35 heures dans le domaine de l'emploi. C'est 20% de logements sociaux qui font peur à toutes les communes où l'on ne veut pas accueillir des ménages au simple motif qu'elles n'auraient pas suffisamment de revenus. Ces mêmes ménages, hommes et femmes, dont on est bien content d'accueillir la force de travail dans les entreprises, dans les écoles, pour aller faire le ménage. Ah oui, on est content qu'ils viennent travailler chez nous. Par contre, ils ne sont pas suffisamment dignes pour être des concitoyens de notre commune, alors même qu'ils font tourner l'économie de notre commune. Eh bien, ça a été dit aussi. Nous passerons de 20 à 25% d'obligations de réalisation de logements sociaux dans les communes. Ce n'est pas un sujet qui est très simple dans votre région. Il y a quelques mauvais élèves, vous les connaissez, et les mauvais élèves se verront attribuer des mauvais points plus lourds qu'aujourd'hui, puisque nous quintuplerons les pénalités pour non-réalisation de logements sociaux sur le territoire, celles et ceux qui ne veulent pas respecter la loi. Et je le dis aussi, et vous pouvez le dire, à des maires qui peuvent se sentir concernés. Vous pouvez aller au débat sur cette question. Au-delà des pénalités, nous substituerons au maire défaillant l'autorité du préfet. Vous pouvez le dire. C'est-à-dire que là où l'État, après analyse, aura l'intime conviction que volontairement un maire refuse la solidarité territoriale à des familles du simple fait de leur niveau de revenu, eh bien, c'est l'État qui délivrera les permis de construire, sollicitera un organisme de logement social, lui enjoindra de construire, et l'équilibre de l'opération financière se fera par inscription sur le budget de la commune qui n'a pas voulu faire de logement social. Je le dis très clairement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour que celles et ceux qui disent « qu'est-ce que c'est que cette gauche molle ?» eh bien, vous pouvez leur dire que vous avez rencontré
un représentant d'une gauche qui n'est pas si molle que cela sur la question du logement, et dans d'autres thématiques, nous pourrions aussi avoir des exemples de cette nature. Mais la construction ne doit pas concerner que le logement social. Si on insiste un petit peu, c'est qu'on sait que c'est le plus difficile à faire sortir. Parce qu'il y a quand même un égoïsme ambiant vis-à-vis de cette question. Il y a des fantasmes aussi qui sont véhiculés, et quelquefois même, ces fantasmes et ces égoïsmes sont utilisés comme des arguments électoraux pour des élections sur certaines communes. Et comme nous souhaitons, au contraire, que les nouveaux programmes qui sortent soient des programmes équilibrés, vous retrouverez, ça je pense que c'est écrit, une règle des 3 tiers, 1 tiers de logement social locatif, 1 tiers d'accession sociale à la propriété, 1 tiers de logement libre. Ainsi, il n'y aura plus de stigmatisation d'un quartier à l'autre, ce qui permettra aussi d'ailleurs de rééquilibrer dans certaines villes qui ont fait l'effort d'avoir beaucoup de logements sociaux par le passé, d'avoir aussi une mixité inversée faisant revenir de l'accession à la propriété. Réaliser des logements sociaux, cela coûte cher à la nation. Mais cela le rapporte aussi en recettes fiscales, en emploi direct et indirect, et surtout en mieux vivre pour nos concitoyens. C'est un investissement qui est donc durable. Foncier, objectif, moyen. Car nous avons obligation à chaque fois que nous présentons une mesure à François Hollande de dire quelles sont les ressources que nous pouvons affecter à la disposition, et on passe à la moulinette d'un certain nombre d'experts qui, lorsque la copie n'est pas bonne, nous la renvoient. Elle n'est validée qu'une fois, effectivement, que nous avons éventuellement trouvé les mesures. Eh bien, certaines vous les connaissez. Il y en a une qui a fait beaucoup débat, le lendemain du Bourget, fait le doublement du livret A. Ah, il fallait y penser. Mesdames et messieurs, vous l'ignoriez jusqu'au Bourget, peut-être encore un peu ce soir, mais plus dans 5 minutes. C'est grâce à vous qu'on construit des logements sociaux dans notre pays. Parce que les logements sociaux, ils se construisent pour 75% de leur montant sur des emprunts auprès de la Caisse des dépôts et consignations, alimentés par quoi? L'argent que vous avez sur le livret A. Et quand je dis c'est vous, c'est qu'ils sont rares, ceux qui dans la salle n'ont pas un livret A, parce qu'il y en a 60 millions de livrets A en France. La population étant à peine supérieure à ce chiffre, 8 Français sur 10 ont un livret A. Mais les Français ignorent que lorsqu'ils déposent l'argent à leur banque, cet argent part pour les 3 tiers à la Caisse des dépôts, que la Caisse des dépôts fait fructifier elle-même cet argent sur des marchés internationaux, dans des placements, et que les bénéfices qu'elle fait permettent de vous rétribuer modestement à de 25%, mais tous les autres bénéfices permettent de prêter de l'argent aux organismes de logements sociaux à des taux inférieurs à de 25%. C'est grâce à ces bénéfices. Et alors, que n'a-t-on dit sur cette disposition? Qu'elle était absurde, qu'elle ne servait à rien, que de toute façon ça servait à rien de doubler le plafond, c'est ça la mesure, du livret A, parce qu'il n'y avait que 10% des Français qui étaient au plafond des 15 000 euros. C'est vrai qu'il n'y a que 10% des livrets A qui sont au plafond. Mais 10% de 5 200 000 livrets A qui sont à 15 000 euros. Si ces 5 200 000 personnes à qui on dit vous allez pouvoir mettre plus d'argent, ça ne vous rapporte pas grand-chose, mais c'est un argent qui n'est jamais placé sur des marchés à risque, vous le savez, vous pouvez récupérer l'argent quand vous voulez, 1 000 euros sur 5 200 000, ça fait tout de suite 5 milliards 200 millions d'euros. C'est pour ça qu'il a indiqué nous récolterons au moins 20 milliards d'euros de recettes nouvelles. Et nous sommes sur la fourchette de l'estimation de tous les experts. 20 milliards d'euros. Au bénéfice de quoi? D'un réinvestissement dans l'économie du BTP de notre pays à travers la création des logements sociaux. Et ce qui n'est pas utilisé, le bénéfice qui n'est pas utilisé par le livret A, il sert à financer les transports en commun dans notre pays,
les hôpitaux, les universités, et si d'aventure il reste de l'argent à la fin de l'année avec les dépôts et consignations, ce qui était le cas en 2010 par exemple, 1,5 milliard d'euros, eh bien ça rentre dans le budget de l'État. L'État capte le budget. Et moi je me dis, si François Hollande fait une priorité du logement, comme il le dit aujourd'hui, eh bien ce milliard, 400 millions d'euros, il faut le mettre sur une politique du logement pour redonner des aides à la pierre, des subventions pour faire des logements sociaux. D'où l'annonce qu'il fait du doublement des aides à la pierre pour le logement social. Permis, ce sera permis. Et de grâce, si nous gagnons dans quelques mois, donnez-moi raison vis-à-vis de certains experts. Pour celles et ceux qui sont à 15 300 €, je vous demande de mettre un peu d'argent. Car alors, sinon, je devrais avoir quelques explications un peu serrées avec un certain nombre d'experts qu'il a fallu convaincre de la pertinence de cette mesure de bon sens. Ce sera aussi des dépenses moindres que notre pays fera en matière de logement. Je vous en donne un exemple parmi d'autres. Nous arrêterons les dépenses inconsidérées de défiscalisation qui ont conduit notre pays dans un gouffre financier en soutenant des dispositions du nom de ministres qui resteront célèbres, Sellier, Borloo, de Robien. Et la Haute-Savoie n'a pas été la dernière, où des investissements massifs ont été faits, à des coûts totalement délirants, vendus à des gens qui sont en général pas en Haute-Savoie, mais à l'autre bout de la France, à qui on a dit le prix du marché en Haute-Savoie, c'est tant de milliers d'euros, ne se rendant pas compte qu'en fait ils surpayaient un bien chez vous ou chez nous en Savoie, parce que la réalité du prix du marché était bien plus bas, mais quand on fait un investissement défiscalisé, on n'achète pas un logement, on achète un produit de défiscalisation pour tenter de payer moins d'impôts sur le revenu. On fait le calcul par rapport à ce que ça va vous rapporter dans l'immédiat, sans se rendre compte que ça va vous coûter à terme et que vous n'aurez jamais le rendement que vous aviez souhaité. Parce que vous avez des réseaux, y compris de malfaisants, qui vous ont vendu, qui vous ont survendu ces produits. Eh bien, nous arrêterons, c'est clair, tout investissement défiscalisé dès lors qu'en face, il n'y a pas un avantage pour la société, c'est-à-dire la mise sur le marché de logements à des loyers plafonnés par la loi, et nous reviendrons donc à un système plus équilibré, tel que nous l'avons connu par le passé, parce que nous avons l'impérieuse nécessité de produire bien moins cher que nous ne le faisons les logements, y compris dans les logements privés. C'est devenu insupportable. Maîtrise du foncier, objectif de construction, moyens financiers pour construire. Bon, ça ne suffira pas. Il va falloir faire aussi baisser les loyers. Pas partout. Pas partout. Benoît Apparu a tenté d'effrayer les téléspectateurs il y a 2 jours en disant « Vous allez faire baisser les loyers partout en France ». Non, mais on va les faire baisser là où c'est insupportable. Je sais, d'ici, les Parisiens ne vivent pas comme nous. On ne comprend pas toujours leur mode de fonctionnement. On ne les trouve pas toujours sympas. Beaucoup souffrent au quotidien plus que nous ne souffrons nous-mêmes. La question du logement pour eux est une question dramatique au jour le jour. Vous louez à Paris des logements à quelquefois 50 € le mètre carré. On n'est plus sur la même planète. 50 € le mètre carré. Je vous assure. Nous avons des statistiques très précises. Tout le monde le sait. Eh bien, oui. Dans les régions tendues, où nous estimons que le marché de l'immobilier n'est plus en rapport avec le pouvoir d'achat de nos concitoyens, nous ferons comme d'autres pays de l'Union européenne l'ont fait. L'Allemagne est un exemple que prend souvent le président de la République. Eh bien, nous lui objectons cet exemple de l'Allemagne, où les prix des loyers, à chaque fois que vous changez de locataire, doivent se faire par rapport à une moyenne
de loyers identiques dans le périmètre pour la même typologie de logement. Ce qui veut dire qu'il y aura, oui, il y aura, dans les zones tendues, peut-être d'ailleurs, certainement même, qu'une partie de la Haute-Savoie sera intéressée par cette disposition. Nous mettrons en place un encadrement des loyers là où effectivement ils ont atteint des niveaux inadmissibles, c'est-à-dire où nos concitoyens vont jusqu'à dépenser 40 ou 50% de leur revenu mensuel, tout simplement pour payer leur loyer dans le privé. Nous reviendrons sur un encadrement. Le décret, je l'ai précisé au ministre, est d'ailleurs prêt, qu'il y aura éventuellement, au moment de la relocation, une diminution de 20% du loyer proposé au marché. Il faut réguler certaines activités dès lors qu'on a trop laissé faire par le passé et que les dérapages sont des dérapages qui excluent une partie de la population. Encadrement des loyers. Et il faut penser aux jeunes. Les jeunes, c'est les premiers touchés par le fait qu'ils ne peuvent pas accéder au logement, avoir un toit sur la tête. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas toujours les revenus. Ils ne peuvent pas aussi parce qu'on ne les considère pas comme des bons clients. Population à risque. Ah oui, surtout en période de crise. Population à risque parce que emploi en CDD, petit salaire, pas forcément des parents qui peuvent être caution, pas forcément un emploi de fonctionnaire qui garantit effectivement qu'il y aura un paiement, un loyer chaque mois. Eh bien, parce qu'ils sont les premières victimes du logement cher, nous, au-delà de l'encadrement des loyers, nous mettrons en place un système de caution solidaire qui assurera, parce que c'est aussi légitime, que nous ne sommes pas de farouches gauchistes qui rejetons tous les propriétaires bailleurs de France privés. C'est une vision d'esprit. Nous mettrons en place une caution solidaire, je le dis, pour que tous les propriétaires aient la certitude qu'ils seront, notamment lorsqu'ils auront un jeune de moins de 30 ans comme locataire, payés de leur loyer en fin de mois par un système de caution mutualiste que nous avons dealé, que nous avons construit avec les partenaires sociaux, représentants des employeurs, représentants des salariés, sorte de sécurité sociale du logement qui assurera au propriétaire qu'il soit payé de son loyer et le propriétaire n'aura plus à gérer d'éventuelles difficultés avec son locataire, mais c'est le système de mutualité, de caution qui aura à gérer, lui, la discussion et le remboursement auprès du locataire indélicat. Il existe, me dit-on, des dispositions de cette nature. Oui, elles sont de nature assurantielle, c'est-à-dire elles sont de nature privée. Donc on peut, auprès d'une société d'assurance, garantir en partie, pour quelques mois, ce risque. Mais évidemment, les sociétés d'assurance pratiquant le scoring, c'est-à-dire on regarde quelles sont les populations éventuellement à risque, n'assurent pas celles et ceux qui devraient pourtant bénéficier de l'assurance, c'est-à-dire celles qui ont un risque effectivement de perdre leur emploi ou parce qu'elles ont des revenus qui sont trop faibles. Eh bien, ce système de mutualisation, cette caution solidaire, garantira également aux propriétaires privés en France d'avoir également leurs revenus garantis en fin de mois. C'est aussi une sorte d'encouragement à ce qu'un certain nombre de nos concitoyens qui ont les moyens puissent continuer à investir dans la pierre car nous en avons besoin. Mobilisation du foncier, détermination des objectifs, chercher les moyens pour le faire, agir sur tous les segments, y compris le logement privé, en sécurisant les propriétaires. On n'est pas loin d'une politique qui tente d'embrasser tous les segments qui font que vous ayez une cohérence à mettre en place. Car on ne peut pas considérer qu'il est normal qu'en 10 ans, le prix du logement dans notre pays est augmenté de 140%. On ne peut pas dire à la jeunesse de France,
à celles et ceux qui aspirent à devenir propriétaires qu'il y a 10 ans, il fallait consacrer moins de 3 ans de revenus. Moins de 3 ans de revenus pour être propriétaire. C'était ça l'équilibre. Pour devenir propriétaire, il fallait consacrer l'équivalent de 3 ans de revenus totaux, comme si on n'avait pas à dépenser d'argent pour faire autre chose. Et qu'en 10 ans, on est passé de 3 ans à 4 ans, ce qui est un bond considérable. On ne peut pas le dire à la jeunesse de France, on ne peut pas la désespérer. On ne peut pas lui dire non plus que lorsque moi je suis devenu propriétaire, je me suis endetté sur une durée de 14 ans, il n'y a pas si longtemps que cela, et que le même jeune qui aujourd'hui veut être propriétaire s'endettera pendant aujourd'hui en moyenne désormais 26 ans depuis l'an dernier. Vous vous rendez compte des perspectives que l'on donne aux jeunes, à la jeunesse de France, pour celle qui veut effectivement être propriétaire. Tous les segments de la chaîne devront être effectivement considérés dans la politique que nous mettrons en place. Et c'est pour cela que pour l'accession aussi à la propriété, nous reviendrons à un prêt à taux zéro renforcé, pour qu'il fasse effectivement plus effet levier et recentré sur les populations qui en ont besoin, c'est-à-dire les populations dont le revenu de ménage ne dépasse pas les 3 SMIC, car le gouvernement précédent a ouvert le prêt à taux zéro à toute la population, même celles et ceux qui n'ont pas besoin de cette aide. Et les 2 derniers déciles de la population, c'est-à-dire les populations les plus riches de France, sont celles qui ont le plus consommé de prêts à taux zéro dans notre pays, alors qu'il a été inventé pour permettre à celles et ceux qui ne pouvaient pas, seuls avec leurs revenus, avoir un jour l'espérance d'être accédant à la propriété. Nous reviendrons sur ces dispositions et nous ciblerons les ménages qui ont effectivement besoin de ce prêt pour devenir propriétaires. Vous rajoutez, j'en reviens en quelque sorte pour finir, au fait que comme nous aurons mis une fiscalité progressive sur les terrains à bâtir, ils seront plus disponibles, donc aussi moins chers, et bien nous aiderons aussi les ménages qui cherchent à acheter un petit terrain pour leur maison à l'acquérir à un niveau qui sera moins important. Enfin, il faudra agir sur les logements existants, car avec un vrai volontarisme, avec de vraies clés que nous proposons, il n'empêche que nous ne construirons jamais en France, chaque année, plus de 1% du nombre total de logements qui existent, qui sont déjà construits. Et si nous voulons redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens, le logement pourrait être un levier. Car dans les priorités dont je vous ai dit tout à l'heure, qu'elles étaient celles de François Hollande, emploi, pouvoir d'achat, logement, dans pouvoir d'achat, on se projette toujours en disant on augmente son pouvoir d'achat en augmentant son salaire, sa pension. Mais on peut aussi l'augmenter en diminuant les dépenses contraintes. Et sur le logement, nous le pouvons par un plan notamment ambitieux pour diminuer les charges. C'est l'objet d'un engagement d'1 million de réhabilitations thermiques par an pour que nous consommions moins d'électricité sur les 100 000 logements qui seront faits en 2011. L'économie moyenne a été entre 400 et 1200 euros sur les charges d'électricité. C'est considérable pour les familles modestes, et c'est aussi pour cela qu'il a indiqué qu'il se rapprocherait des grands opérateurs en matière d'eau, de gaz et d'électricité, pour que le coût de l'eau de la piscine soit plus cher que le coût de l'eau dont on a besoin au quotidien dans son appartement. Comprenez ce que je veux dire, c'est pas pour taxer ceux qui ont une piscine, loin de là, mais pour qu'il y ait un volume d'eau, pour qu'il y ait un volume de gaz, pour qu'il y ait un volume d'électricité, à un tarif bien plus attractif qu'il ne l'est aujourd'hui, et qu'il y ait une progressivité pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir consommer plus que ce qu'il ne faut au quotidien pour faire vivre une famille. Chers amis, dans les réunions de ce type, on s'attend souvent à avoir un grand discours
de grandes perspectives, de grandes ambitions, et quelquefois, à la fin de la réunion, on se dit « Ouais, il y avait du souffle, on a passé une bonne soirée ». Est-ce que j'en retire, à titre personnel, des éléments tangibles qui montrent que la politique, c'est du concret? Le programme de celui dont j'ai la conviction qu'il sera élu président de la République, au risque d'être un peu enquiquinant à travers ce que je vous ai dit, c'est effectivement une construction d'une logique politique, parce que la politique, et les élus locaux le savent bien, c'est des décisions au jour le jour pour changer la donne, pour faire qu'on ne considère pas qu'on n'a pas de levier dans les mains. Tout ce dont je vous ai parlé sur la politique du logement, et je ne vous ai pas tout dit ce qu'il y a dans le programme, parce que j'ai conscience que je serai un peu rébarbatif. Mais on peut en parler sur la mobilisation sur les logements vacants, par exemple, où là aussi il y aura des dispositions, sur la lutte contre les copropriétés dégradées dans notre pays qui sont une honte pour la République. Dans la région Île-de-France, vous ne savez pas comment certains de nos concitoyens vivent. C'est abject. Et il faudra qu'on s'attelle et qu'on s'attaque à ce genre de problème, y compris pour foutre dehors des gens qui vivent de la misère humaine, ce qu'on appelle les marchands de sommeil. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce dont je voulais vous parler d'une façon un peu concrète, en vous disant que j'espère vraiment que vous aurez l'opportunité, et si vous invitez certains copains, certaines amies qui, comme moi, ont une chance extraordinaire d'avoir été choisis comme, aux côtés de François Hollande, responsable d'une thématique de la vie de nos concitoyens. Et si vous le faites, je vous aiderai pour qu'ils viennent. Je souhaite que vous ayez l'opportunité de repasser une soirée de cette nature, peut-être un peu lourde, mais qui vous montre qu'autour de François Hollande, il y a des femmes et des hommes qui travaillent pour changer réellement la vie de nos concitoyens. Parce que nous le pouvons si on ne reste pas sur les choses futiles, sur les grands débats que nous voyons à la télévision qui quelquefois font que nos concitoyens ne s'y retrouvent pas, ils zappent, comme on dit, parce qu'ils ne comprennent plus le fait que la vie politique n'ait plus d'ancrage avec ce qu'ils vivent au quotidien. Parlez-en. Dites que vous avez rencontré quelqu'un qui n'était pas forcément un grand orateur, mais qui avait des convictions chevillées au corps. Et que ces convictions chevillées au corps, je sais que François Hollande les mettra en place avec son équipe gouvernementale lorsqu'il aura une majorité en juin prochain. Et je sais que si Lauriane Deniau, qui s'occupe de la jeunesse, était venue ce soir, elle vous aurait parlé aussi avec enthousiasme et pragmatisme des propositions pour la jeunesse. Je sais que si Michel Sapin était venu ce soir ici pour vous parler de politique industrielle, il vous aurait dit quelles sont les propositions qui sont faites d'une façon précise. Si vous aviez invité Fleur Pellerin pour vous parler de services publics, elle aurait pu vous dire quelles seront les priorités, l'usage des emplois dans la fonction publique, sur quel territoire aussi prioritaire. Des noms qui, pour beaucoup, sont des noms d'inconnus. Et c'est aussi ça, un changement. Alors, le changement de maintenant, je l'espère, mais le changement de demain, c'est que François Hollande s'est entouré aussi d'une nouvelle génération, pas la mienne, qui approche la cinquantaine, mais d'une nouvelle génération d'élus, et j'espère, j'ai la conviction même, que dans son équipe gouvernementale, il y aura des femmes et des hommes dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui sont des militants mordus, qui ont une expertise dans leur domaine, qui font qu'ils sont reconnus dans leur domaine. Et que la mise côte à côte de ces expertises, de ces compétences, c'est aussi une sécurité pour changer. Moi, je voudrais quelque part que vous soyez fiers de la campagne de François, que vous soyez fiers des propositions qu'il propose, que vous soyez fiers de ce que vous faites pour la campagne, que vous soyez fiers
de mener ensemble, tous ensemble, effectivement, une belle campagne, fière de l'engagement qui est le vôtre, qui est le mien, qui est le nôtre, pour que vous alliez accomplir le plus beau geste le 22 avril. Et il s'y met celui de redonner une espérance à notre République pour une France, j'y reviens, une France réconciliée qui a beaucoup souffert au cours de ces 5 dernières années, pour qu'on soit fier de donner à la gauche une capacité, une force, une responsabilité de servir la France en tout état de cause. En ce qui me concerne, je suis prêt pour le logement et pour autre chose. Mesdames, Messieurs, la parole est à la salle. Donc, si vous voulez poser des questions, le micro ira jusqu'à vous. Je vous demanderai tout simplement, c'est de vous présenter pour que, avant de poser votre question, et les intervenants qui sont à la table, pour répondre. Il y a un téléphone qui, depuis quelque temps, accroche. Alors, si effectivement ce téléphone qui accroche fait des mouvements dans votre poche, soyez gentils, coupez-le. Voilà. Je pose une question à M. Repentin à propos des logements sociaux à Annecy-le-Vieux. J'ai un cas précis tout à fait récent d'un terrain à Annecy-le-Vieux qui se libère, sur lequel il y a une maison. Des petits collectifs vont être autorisés. Et la mairie, cette semaine, impose des logements sociaux de type PLAI, parce que c'est une carence sur Annecy-le-Vieux en PLAI. Le terrain est extrêmement bien placé, les appartements se vendront à 8 000 € du mètre carré. Donc, les gens qui étaient intéressés par faire ce programme vont tout bonnement arrêter, parce que c'est impossible de proposer du PLAI avec des gens qui achèteront 8 000 € le mètre carré. Impossible, ça ne se vendra pas. Que faites-vous? Bien. Un exemple très, très concret. Ça veut dire quoi? Vous êtes sur une commune qui, chacun le sait en France, est une des communes les plus pauvres de France. Si elle avait un peu d'argent, moi je dirais bien au maire, vous avez dans le code de l'urbanisme une disposition qui vous permet de préempter. Préempter, ça veut dire quoi? Il y a une mutation foncière. Le maire peut acheter le terrain au moment de la mutation foncière. Il peut le faire. Personne ne l'oblige à le faire. C'est une question de choix politique. Donc, premièrement, si vous avez une équipe municipale qui veut effectivement respecter des obligations de la loi SRU, elle peut le faire en étant un partenaire de l'organisme de logement social, en préemptant le terrain et en le revendant. Mais certains ne veulent pas le faire. Je vous ai dit tout à l'heure que nous utiliserions une disposition qui existe dans la loi SRU, qui a été adoptée en décembre 2000, mais qui n'a jamais été mise en place par les gouvernements successifs. C'est le recours au préfet. Oui. Si vraiment on considère que chacun a le droit de vivre là où il a son réseau d'amis, là où il travaille, là où quelquefois d'ailleurs il est originaire, et qu'on ne peut pas faire de ségrégation dans notre pays par rapport aux revenus des gens, parce qu'on est plus digne, parce qu'on gagne plus que l'autre, eh bien la République doit se donner les moyens de cette ambition, et le préfet peut donc se substituer. Ça veut dire quoi? C'est plus le maire qui préempte, c'est l'État. Il peut le faire en direct, ou il peut le faire à travers des outils. Ces outils s'appellent comment? Établissements publics fonciers locaux. Ah, mince. Moi qui suis au courant de rien dans cette région, je ne sais pas
que sur votre région, les grands élus n'ont pas voulu, notamment celui-là, n'a pas voulu qu'il y ait un établissement. Ah voilà. Ils n'utilisent pas. Absolument, je le sais. À dessein. Je sais en tout cas que sur Annecy-Vieux, il n'y a pas d'établissement public foncier local. Ça marche pas. C'est dommage parce que l'État aurait pu demander à l'EPFL d'acheter en ces lieux, à sa place, le terrain. Au même prix. Il peut aussi demander à un organisme de logement social d'acheter le terrain pour son compte. Vous achetez, vous faites un permis de construire, mais le maire ne va pas le signer. C'est pas grave, c'est moi qui vais le signer, représentant de l'État. Vous allez avoir l'autorisation de construire dessus. Ah, mais l'opération est financièrement déséquilibrée parce que le terrain est trop cher. Eh bien, on impacte automatiquement, la loi le permet, sur le budget communal, la somme nécessaire. Je veux dire, j'ai rencontré dans ma vie jeune, de parlementaire, plusieurs ministres du logement, dont une ministre dont je tairai le nom, il n'y a pas si longtemps que ça, qui, la main sur le cœur, matin, midi et soir, faisait des prêches à destination des pauvres, en disant ma compassion pour que nous ayons plus de logements dans notre pays. Je lui ai dit, madame la ministre, j'avais fait d'ailleurs son nom, comme président du monde HLM, il y a 400 maires en France qui sont recensés pour ne pas vouloir faire de logement. Ils sont recensés. On sait qui c'est. On sait quelles sont les communes. Prenez-en 5 à droite, 5 à gauche, parce qu'il y en a quelques-uns, y compris à gauche, et appliquez cette disposition sur 10 communes en France. Et vous faites un tapage médiatique. Vous verrez, dans les 6 mois, combien les maires vont se précipiter, y compris ceux qui sont en retard, pour faire du logement social. Parce que la perspective, que ce soit le préfet, qui vienne être maître de l'urbanisme sur la commune, et qu'il dicte lui-même les règles financières pour l'équilibre de l'opération, moi je suis sûr que c'est beaucoup plus efficace que les pénalités financières qu'on demande aux communes qui ne veulent pas faire du logement social. Et François Hollande l'a dit le 1er février, devant la Fondation Abbé Pierre. Peut-être qu'il y avait-il des personnes dans la salle qui étaient à la remise du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. Il a dit, les préfets se substitueront aux maires qui, sciemment, ne veulent pas construire du logement sur leur terrain, évidemment du logement social. François Hollande a d'ailleurs dit, nous privilégierons la création de PLAI, c'est-à-dire le produit qui correspond le plus aujourd'hui à l'attente de nos concitoyens, le PLAI étant le logement social dont le niveau de loyer est le moins cher. Je dis ça pour celles et ceux qui, contrairement à vous, visiblement, ne sont pas dans la partie. Une autre question, monsieur. Oui, bonjour, Michel Jarry, éducateur de rue donc, sur la vallée de l'Arve, donc militant sur Annecy. Donc je suis un peu mal, moi je suis un peu bobo, donc et un peu bobo. Et gauche caviar, parce que j'ai acheté un appartement, donc ça craint un peu pour moi, visiblement, là, je vais me faire taxer. Mais bon, c'est pas grave, hein, je l'assume. Je voterai quand même socialiste, hein, mais bon. Voilà. Alors moi je suis un peu tourbillon à certains moments, et la question va se poser donc toutes les personnes qui ont pris la parole dans un premier temps. Après j'avais mis place sur la feuille, donc ça ne sera pas forcément particulièrement sur la thématique de ce soir, mais quelque chose de plus général qui m'inquiète particulièrement. Et puis puisqu'on est une sorte de petite tribune et qu'on n'a pas l'occasion de se rencontrer et qu'on arrive quand même à vitesse grand V de l'échéance, moi je vous fais part de certaines inquiétudes qui sont véritables et qui, je pense, devraient être avérées. Donc, on a parlé au tout début donc, du candidat Sarkozy, qui est venu donc, le 16 février 2012 sur la place d'Annecy. C'était quand même une date qui était importante dans la mesure où c'était son premier jour de campagne en tant que candidat. Il avait fait audience donc, sur TF1 en présentant sa candidature, grande surprise. Mais en tout cas, c'était quelque chose qu'il fallait choper au passage. C'était chez nous, il fallait être présent. Quand j'entends le début des interventions, moi je me pose la question si on fait mieux que l'UMP. On est super fiers d'être bon, et en plus je crois que c'est le cas, hein. On est plutôt pas mal. Mais
Une chose moi, qui m'interpelle, c'est qu'on commence, et j'ai pris des notes, par dire surtout que les autres sont pas bons. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut convaincre. Alors c'est bien beau, là, je pense que dans la salle, la majorité des gens vont voter plutôt socialiste. Donc, c'est plutôt rassurant. Mais c'est pas chez nous qu'il va falloir aller chercher les voix, c'est chez les autres. Donc moi, par rapport à ça, je dis que rien n'est gagné. On va faire un tout petit comeback de 10 ans. Moi, j'avais pris des paris sur Le Pen deuxième tour. Malheureusement pour moi, je les ai tous gagnés, ces paris. Je travaillais à Lagrange. Vous voulez bien poser votre question, s'il vous plaît? On n'a pas le droit de parler? Attendez, posez des questions, monsieur, parce qu'il y en a d'autres dans la salle qui veulent aussi poser des questions. Je parlais trop, je le garde. Donc, Sarko. C'est ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie. Ah bon? Laissez aussi les autres parler. Monsieur, vous posez une question. Posez votre question, je vous en prie. Donc, c'est une preuve de démocratie. Si je me non, mais Alain, laisse-le parler un petit peu, c'est ce qu'on disait ici. Pas trop long quand même. Non, mais ils ont parlé, je parle aussi. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi ça? Donc, Sarko monte dans les sondages. Le Pen restera très forte. On a deux avocats en face qu'il ne faut pas mépriser. Donc, moi, à mon sens, on est un petit peu à côté de la plaque sur certaines choses. On fait le troisième. Ça, c'est pas exclure. À mon sens, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est dans les rues que les choses vont se gagner. C'est pas dans nos petites réunions que nous faisons qui nous font plaisir. Bon, c'est un grand plaisir d'être là ce soir. Mais il faut voir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on n'est pas. À la vue de Sarkozy, il drapeau socialiste. Moi, pour moi, c'est pas suffisant. Quand M. Xavier Bertrand vient à Thonon il y a 2 jours en arrière, rien. Par contre, Mélenchon est présent. Et il fait des voix. Et c'est lui qui va nous les piquer. Hein. On a Chevènement qui nous a fait la même. Maintenant, on a Mélenchon contre nous. Désolé, je continue avec lui. Donc, par rapport à ça, il y a aussi, je crois que ça arrive dans les 30 ou 40e positions au niveau des propositions, rien n'est soulevé, ou faiblement, sur des thématiques où Madame Le Pen doit être très contente, sur la laïcité, sur les forces de l'ordre et compagnie. Il y en a marre de se faire traiter de nous. Alors peut-être que moi, j'ai une vision un peu décalée, parce que la rue, c'est mon métier. Hein, j'y suis au quotidien. Je rencontre effectivement des jeunes, des gens un peu plus âgés, et on se fait taxer de gens de droite. Et les Mélenchon, ils ne vont pas voter pour nous. Donc là, il va falloir être un petit peu vigilant. Donc la question que je me pose, et donc que je pose, hein, j'ai été un peu long à y arriver, mais je sais pourquoi je le fais, c'est qu'est-ce que l'on va faire ces prochaines semaines pour ne pas mettre au rencard toutes nos belles publications qu'on va ou pas distribuer pour être à la rencontre des gens. Visiblement, il n'y a rien de prévu le 29 où il y a un mouvement international de grève au niveau syndical. On ne nous a jamais refusé, nous, le PS, d'être présents. Il n'y a rien de prévu. Moi, ça m'alarme. Ça m'alarme, il faut se faire voir. Et je terminerai par là, même si j'avais d'autres choses à dire. On a tous ces gens qui vont nous piquer des voix, et puis on a une presse qui nous a vachement bien servi. Hier, l'essor, pour ne pas le citer, on passe pourquoi quand on voit cette guerre que l'on a au niveau de notre fédération. Je veux dire, je serais UMP, je serais pas de rien. Donc, à quel moment on se bouge et à quel moment on se fédère pour bouger? Moi, je cherche des partenaires. J'irai, je suis un franc-tireur, je suis un sniper. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent bouger? Point barre. Merci. Oui, alors, une réponse très rapide. Alors déjà, le 16, on y était. On n'était pas très nombreux, vous avez raison, on y était. On était sur une barricade, carrément, puisqu'en face de nous, on avait les CRS. C'était quasiment ça. Et d'ailleurs, ça a été très instructif, parce que comme vous avez raison, on n'était pas les seuls, et d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec quelqu'un de la CGT pour parler des problèmes des ADMR. Donc, vous voyez, ça a été même très fructueux. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je pense que vous m'avez mal écouté, parce que ce que j'ai dit, c'est plutôt l'inverse. C'est que je ne crois pas que nous gagnerons simplement parce qu'on a un bon candidat, un bon programme et des défenseurs qui font le travail au niveau national. Non, je crois que vous avez raison sur ce point, c'est que c'est sur le terrain et c'est tous les jours qu'il va falloir faire le travail. Et les quelques jours qui nous restent, parce que je suis assez d'accord avec Thierry, à mon avis ça va être quand même assez court, et bien il va falloir être présent. Donc nous on commence à essayer déjà d'organiser cette réunion. Merci à Alain qui s'est beaucoup démené. Et on est en train d'en préparer d'autres à Rumilly. Demain je serai à Rumilly pour poser la première pierre de l'hôpital. Je ne suis pas invité par le maire de Rumilly, mais par les militants de Rumilly. Juste avant, je serai aussi avec Bernard Accoyer pour inaugurer un bar-restaurant à Salno. Bon, c'est tout petit, mais ça fait rien, ça fera quand même du moins.
Et on a déjà programmé pour le mois de mars une réunion à Rumilly avec une distribution de tracts sur le marché, comme on a fait d'ailleurs mercredi à Annecy-Vieux avec les militants d'Annecy-Vieux. Donc clairement, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Écoutez, nous, on est prêts à faire tout. Et je pense que d'ailleurs les candidats qui vont se présenter aux législatives, eh bien, ils sont là, et à mon avis, ils sont comme moi à votre disposition, parce que, en gros, on est clair sur le sujet. Les 2 mois qui arrivent, eh bien, on est à votre disposition, on est prêt à aller sur le terrain, on est prêt à travailler, on est prêt à organiser des réunions dans tous les lieux où ça peut être intéressant. Et j'avoue que je suis très heureux que Thierry nous ait proposé la venue d'autres personnes, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant, c'est un booster quand on a des personnalités. Donc ça, sur ce sujet, moi je crois que, si c'est un appel à la mobilisation, vous avez raison, et vous pouvez être sûr qu'en tous les cas, ceux qui sont à la tribune, nous sommes mobilisés. Puis je vais laisser la parole à Jean-Jacques sur le sujet, je pense. Oui, et puis après, donc, sur le sujet des luttes intestinales à la fédération, parce que moi je l'ai découvert aussi hier dans la presse, comme les 3 personnes qui sont citées sont dans la salle, je peux assez sereinement en parler. L'autre personne qui était sur la photo, c'est Denis, il est en face de moi, donc nous sommes en guerre, Denis, voilà. Non, il n'y a pas, c'est effectivement, il y a ce qui est dit dans l'article. Moi je ne fais pas du baratin, tu me connais Michel, c'est toi qui poses la question, donc c'est je ne fais pas de baratin. Et donc, effectivement, il y a eu l'été dernier, avant l'été dernier, il y a eu des discussions et des propositions qui ont été faites au sein du Parti Socialiste de Haute-Savoie. Donc, il y a eu ni candidature de la part de Denis, ni candidature de ma part. Ce sont des noms qui ont été évoqués lors d'un brainstorming qui avait été fait dans la perspective que Claire laisse son mandat. Donc ça n'a pas été le cas, n'ayant pas eu de candidature confirmée, elle a souhaité poursuivre encore une année supplémentaire. Donc je puis t'assurer qu'il n'y a eu aucune démarche faite par Denis ou faite par moi-même pour essayer d'alimenter effectivement ces quelques polémiques. Voilà. Et puis Claire est aussi dans la salle, je ne sais pas où elle est, donc elle peut aussi attester tout cela.